Alors, on va commencer avec Laurent Coudroy de Lille. Si vous voulez bien, on a fait ce dispositif de manche debout pour peut-être être un peu plus... Bah oui, moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est mieux, si vous en êtes d'accord. Qu'en pensez-vous? Ça va? Voilà. Alors, l'idée, c'est effectivement... Alors, on ne s'est pas bien vu tous les deux, quoi. On va dire que vous m'avez un peu challengé sur l'idée qu'il ne faut pas tout planifier et que peut-être c'est bien de savoir accueillir le hasard. Comment dit-on un peu de sérendipité. Alors, on va tester ça. Mais ce que je sais par les témoignages des collègues, c'est que vous avez beaucoup à nous apporter pour planter le décor. Cette histoire j'allais dire, de Coudroy de Lille, non, d'Honoré de Cornudet. Et voilà. Et pourquoi dans cette première séquence, on peut réfléchir ensemble à la notion d'aménagement. Roloff l'a dit, Monsieur le président Lefaou, etc. Qu'est-ce qui fait que dans le fond, c'est génial et c'est un héritage incroyable. Et puis pourquoi vous autres, tous ici présents, vous êtes aussi en pleine tempête de cerveau sur ces questions d'aménagement et de planification. Bon, merci beaucoup pour cette présentation et puis les quelques éléments que je vais essayer de rassembler en fait. Bon, vous avez compris, je suis universitaire en école d'urbanisme en région parisienne, à l'école de Paris, et travaillant particulièrement sur ces sujets, disons, d'histoire de l'urbanisme, pour les définir c'est assez précis comme définition. Je me suis tout d'abord... alors, je ne suis pas sûr de répondre à votre question. Quelles ambitions pour l'urbanisme d'aujourd'hui? Je vais sans doute apporter des éléments de réponse qui tiennent à cette configuration de célébration, de centenaire qui est celle de la loi. Je me suis demandé quelle était la mémoire de cette loi aujourd'hui dans l'urbanisme français, au-delà des savants que nous sommes donc. Ou des experts. Alors, la mémoire de cette loi me semble assez qui est contemporaine et assez similaire à celle du mouvement urbaniste français. Je préfère cette expression plutôt que celle d'école d'urbanisme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourra en parler. Parce qu'il y a vraiment une dynamique qui s'enclenche au début du XXe siècle, et la loi Cornudet en est un des éléments. Nous en sommes certainement les héritiers en France, et peut-être pas seulement. Elle est reconnue en son temps et mentionnée comme un moment d'origine. Nous ne sommes pas les premiers à considérer que 1919 est un millésime important. Il y a une tradition, en fait, de rappel autour de cette loi et de son rôle initial, si j'ose dire, qui s'amorce dans les années 20. Ensuite, elle a été oubliée. Et c'est vrai que les années des années 50, 60, 70 du XXe siècle, il a fallu la redécouvrir, en fait, à partir des années 80-90. Et on a vu apparaître des travaux de recherche. Alors, on n'a pas encore cité son nom, mais il y a Viviane Claude, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a produit un rapport absolument remarquable en 1992. Je pense que c'est ce moment-là qui a marqué la redécouverte scientifique, intellectuelle de ces archives, mais après une période assez longue d'éclipse. Et c'est avec cet écran-là qu'aujourd'hui encore on peut aborder la question de la mémoire de la loi Cornudet. Alors, et puis très récemment, je tiens à mentionner que des sources parlementaires ont été mises à disposition par des juristes, Jean-Pierre Le Breton et Jean-Pierre Demouveau, qui ont publié l'ensemble des textes entre 1919 et 1935, les grands textes de droit de l'urbanisme français. Donc la loi Cornudet en fait partie, mais les textes qui l'ont préparé depuis l'avant-première guerre mondiale, parce qu'il y a eu un processus parlementaire très long qui est passé par le Sénat, qui a vécu en fait aussi toute la durée de la guerre. Et le texte qui est approuvé en 1919 est en fait l'aboutissement d'une dynamique et d'innombrables débats. Ces débats sont passionnants, sachez-le, passionnants par l'ampleur des questions qu'ils soulèvent. C'est de très très belles sources. Et
en effet un peu de contraste. La loi qui est approuvée en 1919 paraît un peu courte par rapport à l'ensemble des questions qui a été abordées, qui ont été abordées par les parlementaires auparavant. Voilà, des rapports, etc., qui se sont accumulés puisqu'on est dans le cadre de la Troisième République, qui déjà fabrique des dispositifs d'expertise assez complexes. Et le musée social, ce sont bien sûr des institutions à mentionner là-dedans. Voilà. Alors donc ça c'est pour faire un tableau un petit peu général, si vous voulez, de comment cette loi nous parvient jusqu'à nous, si j'ose dire, l'intérêt qu'on peut porter sur elle aujourd'hui, un siècle après. Alors ensuite il y a aussi beaucoup de recherches locales et nous aurons tout à l'heure dans le cours de la journée des références. Il était question de Lyon déjà sur la façon dont les villes, à travers l'histoire de telle ou telle agglomération, on voit apparaître la loi ou un plan qui est une application de la loi Cornudet. Donc il y a le niveau national, j'en ai parlé, mais le niveau local aussi. On a beaucoup accumulé de connaissances sur Toulouse, sur Pau, sur Lille, sur Metz, etc. Sur des tas de villes, on voit apparaître la figure de la loi, le plan d'aménagement de PAEE. Voilà. Donc ce recul historique, je voulais le mentionner. Alors, la loi de 1919 marque un temps nouveau aussi. C'est ce fameux après-guerre, après-grande guerre, donc grand moment quand même dans l'histoire mondiale, européenne, française. Donc, elle est prise évidemment dans une conjoncture qui ne concerne pas que l'urbanisme. De la même façon que le mouvement urbaniste français, elle a hérité à la fois du drame, de la tragédie, si vous voulez, des 4 ans d'interruption aussi de beaucoup d'activités civiles de la Grande Guerre, mais elle est encore touchée, si vous voulez, par les grands espoirs de ce qu'on appelle rétrospective la Belle Époque. Donc le mouvement urbaniste français, et cette loi aussi, est ambivalente du point de vue de l'éclairage qu'elle porte et de la coloration, des connotations, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour un ensemble d'éléments un peu contextuels, mais que je tenais à... Alors, après ça, que je tenais à rappeler, après ça, c'est vrai que quand l'occasion de cette journée, et vraiment je remercie les organisateurs de l'avoir provoqué, s'est présenté, je me suis dit, bon, on va essayer de relativiser un peu l'importance de cette loi, ne pas en faire le grand moment origine, parce que c'est un peu le risque que l'on court quand on entre dans des célébrations centenaires ou pas. Et, bon, donc... je tenais à dire, et c'est bien expliqué dans l'exposition qui est présentée à l'entrée, là, et organisée par la SFU, mais pas seulement pour cette circonstance, mais c'est une exposition qui a déjà été présentée, si j'ai bien compris. Alors, elle est assez tardive par rapport à d'autres pays européens. L'Angleterre, pas seulement, enfin l'Allemagne, on a des dispositifs réglementaires, mais pas seulement, qui sont assez bien consolidés depuis quelques années. Et peut-être qu'il faut aussi la circonstance de la guerre et de l'après-guerre, les impératifs de la reconstruction, la sorte d'union nationale qui en résulte pour arriver à ce que les parlements de la République se mettent d'accord au moins sur ça. Donc elle est assez tardive, y compris par rapport à la France, où on a quand même une très très grande expérience urbanistique au XIXe siècle que je ne voudrais pas qu'on oublie complètement. Il y a eu l'osmanisation, à l'époque où la loi Cornudet est adoptée. Paris est quand même la référence mondiale en matière d'urbanisme dans quantité de pays du monde. Donc elle arrive sur un terrain qui est déjà très, très, très occupé en matière de pratique de l'urbanisme et de l'aménagement, mais pas par voie réglementaire. Mais même, il y a eu d'autres lois qui ont existé, et Marcel Roncaillolo, qui est décédé il y a 1 an maintenant, a beaucoup travaillé sur la loi de 1807, la loi qui va permettre les alignements de villes au XIXe siècle. Donc un cadre strictement réglementaire dans lequel se sont déployées les activités aménageuses, en fait, de tout le XIXe siècle. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux antécédents et que ce n'est pas tout à fait un moment origine. Donc elle est tardive pour toutes ces raisons-là. Elle va aussi montrer assez vite ses insuffisances et être... Alors, à la fois parce qu'elle apparaît comme purement incitative, donc il y a des calendriers de réalisation qui vont arriver, mais en fait, les villes vont se saisir. Il n'y a pas surtout de dispositifs de contrainte ou de sanctions par rapport aux villes. Donc tout ça est dans un cadre un peu consensuel de l'administration publique de l'époque, ce que le rapport de Viviane Claude montre avec beaucoup de pertinence, qui est un inventaire d'archives. Elle a beaucoup exploré en fait les fonds documentaires disponibles à l'époque où elle a travaillé. Donc il y a un inventaire d'archives à faire.
On parlait tout à l'heure de la puissance publique, elle est en fait très peu présente. C'est une puissance régulatrice qui incite, mais qui ne met pas en place les grandes machines opérationnelles que l'on connaîtra par la suite dans le cours du XXe siècle. C'est un autre monde. Il n'y a pas de ministère dédié à ces questions d'urbanisme. Cela relève du ministère de l'Intérieur et se gère dans les administrations ordinaires d'un pays, entre l'État et les collectivités sous la tutelle de l'Intérieur. Donc on est vraiment dans un cadre qui est encore très proche intellectuellement du XIXe siècle pour les façons de faire de l'urbanisme. Donc ça, je tenais à le signaler pour que nous ne projetions pas trop de choses sur cette loi. La longueur de la procédure est vite apparue avec des communes, il va y avoir des navettes avec les services départementaux qui s'en occupent, on rectifie, enfin bon, il y a tout un tas évidemment, on a beaucoup commenté l'homme de l'art, cette catégorie de l'homme de l'art, et qui on va confier la réalisation des plans. On lui fait une grande confiance localement et ensuite s'ouvre une longue phase de négociation entre les administrations, où il y a des expertises, des commissions d'hygiène, des commissions où il y a beaucoup d'architectes, mais pas seulement, des juristes, etc. Donc tout ça est à prendre en compte. Et il a été question de Lyon tout à l'heure. La rapidité avec laquelle Lyon réalise son PAEE est un cas assez exceptionnel, notamment pour une grande ville. C'est l'efficacité lyonnaise, peut-être, mais c'est aussi la légendaire efficacité lyonnaise en matière d'urbanisme. Mais c'est aussi parce que Lyon a déjà des projets en cours. C'est une métropole qui a une certaine maturité, peut-on dire, dans sa façon. Donc elle va caser dans l'application de la loi Cornudet des choses qu'elle prévoit déjà de faire et qu'elle sait déjà faire, en fait. Donc on a des niveaux de compétences entre les métropoles qui sont différentes. Marseille, c'est très 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 différent. Ce sera le fameux plan Grébert qui arrivera, mais dans les années 30, et qui lui aura très peu d'impact sur la façon dont la ville sera aménagée, même si c'est un document qui a été publié par l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris à l'époque, absolument prodigieux sur le plan conceptuel. Donc on a des cas de figure extrêmement différents. Je suis content qu'aujourd'hui on parle évidemment de Dunkerque, de Bordeaux. Celui qui était figuré sur le programme était le plan de Tours. On a beaucoup de diversité, y compris dans la rapidité de mise en place. Alors, échelle très strictement communale, il faut quand même le dire, ça. On est dans le cadre de la Troisième République qui vient d'instaurer la démocratie communale. Et c'est ça, la légitimité première de l'urbanisme en termes de territoire. Et il faudra vraiment d'autres lois dans les années 1930 pour qu'on incite un petit peu les cadres y étaient quand même en 1919. La possibilité était faite, mais il fallait aller un petit peu plus loin pour obliger les communes. Et donc ça se passera par exemple à partir de 1932, 28, 32, 34 en région parisienne, avec le processus du plan Prost. Et on trouve des choses similaires dans la plupart des villes de France. Si le régime de Vichy bouge des choses de ce plan-là en modifiant l'instrumentation administrative, c'est aussi en mettant un petit peu plus d'énergie dans la promotion d'une intercommunalité dans l'aménagement urbain. La loi de 1919 est archaïque par rapport à ça, parce que depuis le 19e siècle, on sait bien que les problèmes sont ceux des agglomérations et non plus des communes urbaines isolées. Donc il faut aussi, je pense, situer ça plus largement. Alors, Viviane Claude, et c'est un dossier passionnant, insiste sur la bataille du zonage, la crise politique que déclenche en quelque sorte le flou, à la fois l'incitation et le flou qui est contenu dans la loi de 1919, et le zonage qui n'arrive pas avec la charte d'Athènes, arrive en réalité dans les pratiques d'urbanisme en France, en tout cas en partie avec la loi Cornudet, et sur d'autres pratiques plus anciennes qui relevaient par exemple de la gestion des établissements insalubres. Alors là, c'est un dossier complexe. Je voulais le mentionner parce que simplement, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Cette loi, il y a très peu de contenu et d'orientation, d'ambition finalement en matière de planification. Les ambitions sont mesurées, c'est un cadre dont les municipalités peuvent se saisir pour établir ces plans. Effectivement, elles le feront parce qu'elles ont besoin d'un document référentiel qui oriente leur politique. C'est un petit peu ce qui va se passer en réalité. Chacune ira à son rythme, avec un pragmatisme qu'on connaît bien quand on est habitué des documents de la Troisième République, qui est aussi, à mon avis, qui est intéressant aussi à considérer comme tel. Alors, les critiques qui lui sont... Je vais terminer. Les critiques
j'espère que je ne dépasse pas trop le temps qui m'est imparti. Les critiques qui lui sont adressées, qu'on peut lui adresser aujourd'hui à la lumière de tas de choses dans le domaine de l'urbanisme que nous avons connu depuis. Les critiques, aujourd'hui, on peut lui en faire énormément, c'est facile. Hein, on a un siècle d'expérience historique pour nous. Elles ne sont pas faites de façon frontale à l'époque. Hein. C'est-à-dire que quand on voit se mettre en place, par exemple, les dispositifs intercommunaux à partir de la 28, 29, la crise de 29, les années 30, on change d'époque. En fait, on ajoute. On ajoute, on empile d'autres lois, la loi Cornudet, qu'on ne va jamais, ou pas pour le moment, abroger. Hein. Donc, elle ne l'empêche pas. Elle permet énormément de précisions qui viendront par la suite. Et c'est aussi de cette façon-là que chacune des villes va s'en saisir. Donc comme une sorte de jalon dans une histoire des politiques urbaines qui est beaucoup plus complexe et diversifiée. Donc ça, c'est intéressant, je pense, de le comprendre. Et c'est avec ce genre de perspective que les acteurs de l'époque vont l'utiliser. Les critiques qui sont faites, bon, je m'occupe d'un fonds documentaire important qui est celui de l'ancienne bibliothèque de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, qui existe aujourd'hui au sein de l'école d'urbanisme de Paris. Et on a beaucoup de sources relatives à ça, notamment par exemple les diplômes d'étudiants, les thèses des étudiants qui sont soutenus dans les années 20, les années 30, qui accompagnent quelquefois l'élaboration de plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension, ou qui essaient, ou qui quelquefois, sur la question par exemple des lotissements, je travaillais sur ces corpus-là, essaient font le constat que la loi n'est pas suffisante parce qu'elle n'est pas assez rapide et que les lotisseurs de l'époque vont très très vite dans la mise en place des quartiers nouveaux et ils n'ont pas de mal à battre de vitesse en quelque sorte les administrations publiques. Donc il faut tout le temps gérer des situations de rattrapage. Et donc il faut trouver d'autres voies que la voie de la planification et de l'anticipation pour traiter la question des lotissements. Donc il va falloir trouver des modes de financement, ce qu'on appelle, on voit un peu les débuts de choses un peu plus opérationnelles hein, par rapport aux méthodes réglementaires. Mais ça ne passe pas par une critique de la loi de 1919 qui devient assez rapidement un peu intouchable ou un cadre qui a le mérite d'exister hein, et qui alerte en quelque sorte l'ensemble des institutions, des partenaires, hein, mais aussi des propriétaires sur le fait qu'il faut quand même à un moment donné faire de l'urbanisme, de la planification, de l'aménagement, de l'embellissement et de l'extension. Voilà, donc c'est une littérature qui est, à mon avis, assez fine, assez subtile hein, sur la façon dont elle renvoie des évaluations sur ce processus réglementaire en cours. Alors, elle n'empêchera pas l'empilement d'autres lois, d'autres mesures, celle du zonage, par exemple, dans les années 30, celle de la planification régionale, le plan de Paris et bien de la région parisienne, le plan Prost, bien d'autres. Par rapport à une petite contradiction par rapport à ce qui est dans l'exposition présentée là, elle résistera même à la Seconde Guerre mondiale, hein, il faut le dire. Même si le régime de Vichy supprime ou ajoute des institutions et réorganise complètement le système administratif de l'urbanisme en France, eh ben, la loi de 1919 n'est pas dérogée. Donc par défaut, elle continue à fonctionner parce que les villes sont engagées là-dedans. Et on ressortira au moment de la reconstruction les plans de 1919, pour plusieurs raisons. Ça s'est dit de façon très subtile par Daniel Waldman dans son enquête énorme sur la reconstruction des villes en France. Et elle fait commencer cette reconstruction en 1940, justement, parce que, en fait, on se réfère au plan Cornudet, au plan de 1919, pour avoir une sorte de description de l'état antérieur de la ville qui, quelquefois, a été bombardée. Donc, ce plan-là légitime une reconstruction qui va être faite de façon par rapport à des parcellaires, à des réseaux viaires et à une modernisation, et donne des orientations qu'on va réinterpréter dans le contexte de la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant et on voit là jouer à plein la souplesse finalement de la loi de 1919 quand on regarde les choses dans la durée. Alors,
caractère un peu d'adaptation, un peu parfois minimaliste. C'est important d'entrer dans le détail de ces choses-là, puisque nous sommes toujours aujourd'hui en régime libéral, qu'on a beaucoup de doutes sur, disons, les effets d'annonce un peu faciles que propose quelquefois la planification. On ne croit plus aux formes d'autoritarisme, etc. Donc c'est une grande leçon, hein, historique, de synthèse. Ça relève, tu l'as dit, c'est ce trio aménagement, embellissement et extension. C'est très intéressant parce que ce n'est pas une loi d'urbanisme, elle ne s'appelle pas comme ça, elle est faite au nom de l'urbanisme. L'urbanisme est un terme neuf, peu connu à l'époque, qui peut-être aura du mal à avoir un contenu réglementaire, puisque tout ça est discuté dans des commissions parlementaires. On se demande, et les propriétaires tremblent, les propriétaires aussi, les acteurs économiques tremblent dans l'idée de savoir quelle nouvelle servitude on va leur imposer. Au nom de, donc le législateur est obligé de découper un petit peu les choses, d'où cette trilogie, si j'ose dire, qui ressort. Alors comment l'interpréter? Il y a un petit peu de littérature là-dessus. Moi, je vous dirais que aménagement, c'est assez drôle, est un mot un peu nouveau, enfin pas très connu. On a beaucoup de maires qui écrivent à ce moment-là en demandant au préfet c'est quoi votre truc aménagement, on veut bien faire, mais dites-nous concrètement ce que ça veut dire. Bon, c'est un mot qui vient du 19e siècle, il est contenu dans les textes du Premier Empire, mais il est assez peu utilisé à l'époque. Nous, par contre, nous l'utilisons beaucoup. Embellissement, ça c'est clairement une tradition française qui vient du XVIIIe siècle, hein, et à mon avis, les législateurs de 19 ne s'y trompent pas. Et l'extension, c'est une tradition, elle aussi, qui vient du XIXe siècle. Hein. Donc on a une sorte de synthèse historique, en quelque sorte, qui est faite sur toute la longue durée de l'urbanisme français. C'est assez passionnant, hein, quand on est attentif à ces mots-là. Et on ne choisit pas non plus le terme de planification, qui d'ailleurs apparaît peu à l'époque. On a le plan, mais pas la planification, qui est un terme et un ensemble de protocoles qui seront beaucoup plus affirmés à partir des années 30, où on voit vraiment, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Très bien. Je n'ai pas tout à fait fini, parce que la question du zonage, je m'excuse, mais la question du zonage, il faut se rappeler que c'est un zonage peu directif. On a célébré il n'y a pas très longtemps les 50 ans de la loi d'orientation foncière, c'était au ministère, où il y a effectivement des directives de zonage plus claires, mais le zonage, selon la loi de 1919, c'est un zonage dont la seule légitimité est qu'il existe déjà dans la ville existante. Donc vous me voyez venir, c'est un zonage qui doit d'abord passer par une sorte de prise en compte d'une réalité urbaine, métropolitaine, locale, etc., qui fabrique à sa façon des quartiers différenciés. Donc ce n'est pas un zonage autoritaire de ce point de vue-là. Et toute cette loi, en fait, moi j'ai envie de dire, elle s'inscrit dans cette, alors vous dites école, moi je préfère dire mouvement, un mouvement urbaniste français, qui quand même rappelle beaucoup des éléments de continuité, les villes se gèrent dans la longue durée, etc. Il y a le discours de Marcel Poët, mais pas seulement. Et je pense qu'elle est assez prise, si vous voulez, par cet ensemble de dispositifs. Et on peut peut-être, à mon avis, la lire de cette façon-là. Quelle difficulté quand on fait un colloque qui célèbre un centenaire, un anniversaire? Tout d'abord, c'est la géographie. Je pense qu'il faut s'en garder. Deuxième point, c'est ce qu'on peut appeler toutes les formes de récupération ou d'interprétation à la lumière de nos préoccupations d'aujourd'hui, de ce qui a pu se passer dans le passé. Donc l'anachronisme, voilà. Alors, c'est important de s'interroger sur les ambitions de l'urbanisme aujourd'hui, mais il faut le faire avec une certaine prudence, hein, par rapport à tout ce que nous pourrions projeter sur ces temps que nous n'avons pas vécus. Ensuite, il y a la question de la décontextualisation. Alors ça, j'y tiens beaucoup à le mentionner, parce que il y a d'autres centenaires qui sont célébrés maintenant. Par exemple, en Allemagne, le Bauhaus. On ne parle que du Bauhaus. D'ailleurs, on décontextualise beaucoup quand on regarde la façon dont le Bauhaus est célébré en Allemagne aujourd'hui, en 2019. Il y a aussi tous les pays de l'Est de l'Europe qui, en même temps qu'ils apparaissaient comme pays sur les ruines des empires centraux, fabriquaient des capitales, des plans d'aménagement, allaient se renseigner auprès des puissances victorieuses, la France, l'Angleterre, sur ce que c'est que l'urbanisme. Et eux aussi, ils célèbrent beaucoup de centenaires, heureux ou moins heureux dans le cas de la Hongrie, ces temps-ci. Donc même
à travers le centenaire, le nôtre n'est pas isolé. Puis en France, il y a eu tout ce qui a concerné le centenaire de la guerre de 14. On vit dans cette commémoration depuis quelques années. Et là, c'est l'après-guerre qui arrive avec la loi Cornudet. Donc je voulais quand même signaler qu'il y a bien d'autres contextes. Mon école d'urbanisme a célébré son centenaire aussi 1919 parce qu'elle est créée pour former les agents, les hommes de l'art qui vont réaliser les plans d'aménagement et d'embellissement et d'extension des villes sous la houlette de Marcel Poët et Henri Sellier. Donc on a en France aussi tout un tas de choses qui se produisent. Il y a toutes les élections municipales qui placent à la tête des communes en 1919, en décembre, des équipes qui vont être souvent nouvelles, plus orientées vers le socialisme municipal et beaucoup croire et mettre en œuvre les politiques d'urbanisme. Donc en fait, cette adoption de la loi, elle est prise dans une conjoncture historique extrêmement forte. Donc la décontextualisation, ça pourrait être la tendance que nous pouvons avoir à oublier tout ça. Mais, bon. Donc une fois qu'on a dit tout ça, célébrer, commémorer et même célébrer la loi de 1919. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Merci. Très bien, merci beaucoup, Laurent Coudray de Lille.